Mes chers amis, bien bonjour. Personnage important du XIIe siècle, Aliénor d'Aquitaine est la reine la plus connue de cette époque. Femme au caractère bien trempé, mais aussi esprit libre, Aliénor d'Aquitaine est également une femme érudite, cultivée, qui impose une forme de raffinement, un certain style, notamment à la cour de France. Cette femme extraordinaire est également reine de France, mais aussi bien plus tard, reine d'Angleterre. Ce changement de statut entraîne beaucoup de quolibets, mais aussi beaucoup de ragots. On va lui prêter bon nombre de liaisons, bon nombre de choses qui vont contribuer à une espèce d'image noire, une forme, on va dire, d'image fantasmée de cette reine du XIIe siècle. Cette façon, on va dire, de voir les choses va également contribuer à une forme, on va dire, de caractère de cette reine et une mise en avant de certains traits de sa personnalité. Aliénor d'Aquitaine est également une femme qui a vécu extrêmement longtemps pour son époque, au moins jusqu'à, selon, on va dire, l'année qu'on va retenir de sa naissance, jusqu'à 82 ans, ce qui est énorme pour l'époque. Et elle va assister à des événements à la fois politiques, mais aussi également culturels en rapport avec son temps, qui vont lui valoir dans certains cas quelques ennuis, et notamment au niveau politique et au niveau, on va dire, on le verra dans cet épisode, au niveau familial. Dans cet épisode, justement, je vous propose de découvrir cette reine au caractère fort, cet esprit libre qui a marqué son temps tant en tant que reine de France, en tant que duchesse d'Aquitaine, mais aussi en tant que reine d'Angleterre, mais aussi cette figure féminine qui bouleverse les esprits de son époque et les codes de son époque également. Avant d'être reine de France, puis reine d'Angleterre bien plus tard, Aliénor d'Aquitaine est avant tout duchesse de cette région. Toutefois, la vie de la duchesse est parsemée de quelques zones d'ombre, car, faute de sources, on ne sait pas grand-chose, notamment sur certains pans de sa vie. Ces sources sont principalement des chroniques, et ces dernières soulignent, on va dire, quelques contradictions, déjà dès les premières années. Ces contradictions vont se situer notamment au niveau du lieu de naissance de cette dernière, mais aussi de la date de naissance. Concernant la date de naissance, on va trouver tantôt 1120, tantôt 1122, tantôt 1124. Mais les historiens, de façon générale, vont retenir, on va dire dans la grande majorité, l'année 1122. En revanche, le mystère reste quand même entier sur le lieu de naissance de la duchesse. Mais les historiens retiennent plusieurs lieux potentiels où cette dernière aurait pu voir le jour. On va retenir notamment le château de Belin, à Bordeaux, Poitiers ou encore, dans certains cas, Niel sur l'Otis en Vendée. Donc, autrement dit, le mystère demeure encore. En revanche, il est certain que la duchesse est morte en 1204 à Fontevraud, l'abbaye de Fontevraud, à un âge qu'on va situer aux alentours des 80 ans, 82 ans, selon les dates retenues par les historiens et par les sources sur lesquelles ils ont travaillé. Aliénor est la fille du duc d'Aquitaine Guillaume X et d'Aénor de Châtellerault. Aliénor grandit dans une cour d'une extrême richesse à la fois culturelle, et cette richesse culturelle est due à son grand-père, un personnage ô combien haut en couleur, le duc Guillaume IX, dit Guillaume le Troubadour. On ne sait pas véritablement si elle l'a connu ou pas. Le mystère demeure également à ce niveau-là. Les historiens ont un doute sur le fait qu'elle l'ait connu, car il est mort 2 ans après sa naissance. Dans les dates, on va dire qui sont retenues. Guillaume IX est un personnage, comme je vous l'ai dit, très haut en couleur. En effet, ce dernier est considéré comme le plus ancien troubadour du Moyen-Âge, du moins de cette époque du Moyen-Âge. En effet, il compose de nombreux poèmes, de nombreuses chansons, et il s'entoure d'énormément d'artistes, d'énormément de troubadours, de poètes à sa cour. Il est connu également pour être un très grand amateur de jolies femmes, et ce penchant va lui valoir, on va dire, quelques petits ennuis, notamment avec l'Église.
Ce penchant pour les jolies femmes le pousse d'ailleurs à abandonner son épouse légitime, Philippa de Toulouse, pour sa maîtresse d'Ange Rosa, vicomtesse de Châtellerault. En plus de cela, il faut ajouter sa participation à quelques intrigues politiques, pas forcément de très grosses intrigues, mais des intrigues politiques quand même. Et également sa participation, selon les historiens, à la première croisade de 1095, si on compte, on va dire l'appel à la croisade, 1098. Prenons un peu cette fourchette-là. Mais globalement, on va lui prêter, on va dire, quelques petites escarmouches. Et il est également connu pour ce manque cruel de considération envers les ecclésiastiques, ce qui lui vaudra d'ailleurs une excommunication. Alors, faut savoir que cette excommunication, elle est due en partie parce qu'il a qu'il a abandonné son épouse pour sa maîtresse, mais également parce qu'il se montrait ouvertement très anticlérical et très irrévérencieux envers les ecclésiastiques de son époque. Donc, un personnage, on va dire, très haut en couleur et qui n'a pas peur, on va dire, de dire ce qu'il pense, ce qui lui vaut quand même quelques petits ennuis. Toutefois, comme je vous l'ai expliqué, ce dernier a participé à la première croisade et il fait partie de ces barons qui se battent aux côtés des grands princes. Et dans ces grands princes, on peut par exemple citer Godefroy de Bouillon, mais vous en avez beaucoup d'autres. Mais ça fait partie, on va dire, fait partie de ces cortèges de barons aux côtés des grands princes justement de l'époque, des grandes figures qui vont aller combattre justement en Orient. Quand Aliénor est née, elle bénéficie justement des bienfaits de cette cour brillante qui, notamment à Poitiers, Poitiers qui est quand même un centre culturel relativement important, et cette fameuse cour brillante date justement de l'époque de ce fameux grand-père. Cette cour d'ailleurs devient un centre intellectuel relativement important dès l'époque de Guillaume IX. Le père d'Aliénor, Guillaume X, est un personnage qu'elle connaît et qu'elle côtoie le plus, parce que c'est son père, même si elle va le perdre relativement tôt, on va le voir juste après. Beau mangeur, athlétique, mais qui s'ennuie rapidement pour certaines choses, et pas toujours très doué dans les activités physiques, et comme bien sûr son père le faisait, il malmène les ecclésiastiques et l'église, un petit peu à cœur joie, il flirte quand même exactement comme son père Guillaume IX, avec l'excommunication. Et toutefois, malgré tout, ce dernier va revenir sur le droit chemin de l'Église, appartenait en 1135, sous l'influence de Bernard de Clairvaux. Bernard de Clairvaux, on le connaît, c'est un moine cistercien très important, on va dire, dans cette période du Moyen-Âge, et on consacrera un épisode à Bernard de Clairvaux et à certains ecclésiastiques, justement, très mis en avant, justement, à ces époques du Moyen-Âge. Bernard de Clairvaux, c'est un petit peu la figure ecclésiastique que l'on va le plus consulter, que l'on va voir le plus, on va dire, dans certains moments de crise ou ce genre de choses. Et ce fameux Bernard de Clairvaux, par une certaine forme de prophétie, d'avertissement, selon un peu comment on le lit, on peut y voir différentes interprétations en tant qu'historien, mais il réussit à lui faire suffisamment peur, entre guillemets, pour le pousser à se convertir et à se repentir. On ignore toutefois si Aliénor, à l'âge qu'elle avait, qui devait se situer entre les 12 et 13 ans, a assisté à ce fameux épisode de Parthenay, mais on peut le supposer sans vraiment le mettre en avant. Et à cet âge-là, on considère d'ailleurs que les jeunes filles, et c'est le cas au Moyen-Âge, et je précise quand même, et je tiens à souligner ça, qu'on marie les enfants jeunes, mais ce n'est pas quelque chose de courant. Je tiens quand même à le préciser, surtout à certaines périodes, mais on en parlera un autre jour. On considère d'ailleurs que les jeunes filles comme Aliénor, justement, qui ont entre 12 et 13 ans, qu'elles sont, on va dire, nubiles, c'est-à-dire en âge d'être mariées, en âge, on va dire, de pouvoir procréer. Donc, autrement dit, à la puberté, quoi. C'est des filles pubères, quoi. Quant à la mère d'Aliénor, elle meurt en couche en 1130. Autrement dit, elle va connaître sa maman un certain temps, mais pas suffisamment longtemps. Par ailleurs, si on regarde l'entourage familial autre que ses parents d'Aliénor, on peut souligner la présence d'une sœur, Pétronille, ou
Alice ou Aélis selon les sources, qui serait né en 1126 et d'un petit frère qu'on appelle Guillaume l'Aigré, qui meurt malheureusement en 1130. Donc entre la mort de sa mère en 1130 et la mort du petit frère, certains historiens mettent en avant que c'est en mettant au monde cet enfant que sa mère serait morte, ce qui est hautement probable puisque le taux de mortalité au Moyen-Âge quand même reste relativement important, quelles que soient les couches sociales. À cette époque, au XIIe siècle, le domaine dans lequel règne entre guillemets, Guillaume X, puis Aliénor par la suite, et puis, bien plus tard, Richard Cœur de Lion, est un domaine immense. C'est un des plus grands domaines, on va dire, de France. Il englobe, on va dire, un certain nombre de régions au niveau territorial. Là où le royaume de France va se situer plutôt, qui va plutôt se centrer principalement autour de l'Île-de-France, on va dire, autour de la région parisienne et légèrement autour. Donc c'est un tout petit territoire. Le domaine des ducs d'Aquitaine est immense. Il regroupe un certain nombre de régions, et je vais vous les lister. Il regroupe la Gascogne, l'Angenais, le Quercy, le Périgord, Saintonge, l'Angoumois, l'Aunis, le Poitou, la Marche, le Limousin, l'Auvergne, le Gévaudan, le Forez et une partie du Berry. Donc même un sacré gros morceau, ce qui fait que c'est un sacré gros morceau, un des domaines les plus riches, notamment au niveau de l'agriculture, et un très grand domaine viticole. Et ce domaine, en fait, la royauté, en plus, on va dire, de d'autres domaines, il n'y a pas que l'Aquitaine, qui va devenir la Guyane bien plus tard. C'est un des grands domaines, on va dire, sur lequel le royaume de France aimerait bien, on va dire, se récupérer, quoi. Comme ça, on assit le pouvoir et on est content, surtout dans le sud. Surtout que le sud qui est un petit peu rebelle. Par ailleurs, ce fameux grand domaine d'Aquitaine, Poitou, tout ce que vous voulez, bénéficie d'une certaine forme d'autonomie. Donc autrement dit, on a le domaine d'Aquitaine qui est quand même relativement autonome, on a le comté de Toulouse qui est un espèce d'épine au pied de beaucoup, on va dire, de ses voisins et du royaume de France. Donc ça fait un sud, on va dire, relativement indépendant sans pour autant être indépendant. On peut voir ça comme une semi-indépendance, mais je mets ça avec de très gros guillemets et en semi-autonomie également avec des très gros guillemets. Hormis ces quelques notions, on va dire, autour de sa famille et ces quelques épisodes que l'on peut supposer qu'elle ait vécu dans son enfance, on connaît extrêmement peu de choses de son enfance à proprement parler, car les chroniques médiévales s'y attardent peu. Et c'est notamment le cas dans les chroniques qui relatent l'enfance, entre guillemets, des rois et des reines de France. Toutefois, on peut souligner, par exemple, surtout dans les sources, l'usage de dénominations, on va dire de différentes dénominations pour désigner justement Aliénor quand elle est duchesse d'Aquitaine et même un peu avant. On peut trouver par exemple la dénomination dans les sources d'Aénor, comme par exemple le nom qu'a sa mère, ou encore d'Éléonore, ou encore d'Aliénor. En fait, ce sont des variantes du prénom, mais quand on situe à peu près les dates dans les sources et les moments, on devine qu'on parle bien d'Aliénor d'Aquitaine. C'est juste on va dire une forme de déformation ou une forme, on va dire, de nom avoisinant le sien. On attribue son prénom à diverses origines, diverses et variées, mais globalement, partez du principe que si vous voyez ces prénoms-là dans des sources, c'est qu'on parle vraiment d'Aliénor d'Aquitaine. Même si on sait très peu de choses de son enfance, toutefois, Aliénor d'Aquitaine, et même, on va dire, ses frères et sa sœur de façon générale, ont quand même bénéficié d'une éducation à la fois littéraire et religieuse relativement pointue et relativement soignée. Ce sont, on va dire, les rares informations qu'on va trouver dans les sources, on va dire, la concernant, et notamment, surtout au niveau de son enfance. En effet, la duchesse a eu des précepteurs qui, des précepteurs, ça ne surprend pas parce que c'était quand même une riche famille, qui lui ont appris les rudiments, on va dire, d'une culture relativement classique. Elle lit certains auteurs comme Ovide, mais
également des poésies et des chants issus des troubadours. Ça surprend pas parce que son grand-père était lui-même, on va dire, un des plus anciens troubadours du Moyen-Âge. Cette petite fille côtoie également diverses cours, on va dire, du Sud. On a la cour de Bordeaux, là, qui est la capitale justement de ce fameux duché d'Aquitaine, mais également probablement celle de Poitiers, qui est un centre intellectuel par excellence. Toutefois, à côté de l'étude de ces choses profanes, il ne faut pas oublier qu'il y a une éducation religieuse, et nous l'avons vu quand nous avons abordé l'enseignement, qui est également enseignée. La jeune Aliénor a également étudié la Bible et les œuvres des pères de l'Église. Elle a également appris le latin et la langue d'Oïl, selon certains historiens, est probablement l'occitan, enfin l'occitan du Moyen-Âge, nous l'entendons bien. Et probablement aussi diverses langues vernaculaires qui étaient à l'époque, on va dire, bien plus répandues dans ces régions-là que le latin lui-même. Le latin était une langue plutôt écrite plus que parlée, en fait. Toutefois, la vie de la jeune fille bascule en 1137. En effet, suite à la conversion et au repenti de son père, Guillaume X entreprend un pèlerinage à Saint-Jacques-de-Compostelle. Malheureusement, sur le chemin et à quelques lieues du tombeau de l'apôtre, ce dernier commence à se sentir relativement très mal. Et il faut dire qu'au moment de partir, il avait quand même une santé relativement fragile. Il avait combattu notamment en Normandie, où quand il est revenu, il avait quand même pas mal de séquelles de la dysenterie. C'est une maladie quand même relativement commune à cette époque-là. Et donc, il était extrêmement fragilisé d'un point de vue immunitaire. Ce dernier, justement, avec cet état de santé, finit par mourir dans un état d'extrême faiblesse et d'extrême fatigue. Vous vous doutez bien qu'on ne va pas rapatrier le corps du duc, justement, en Aquitaine. Ce dernier sera inhumé sur place, non loin, on va dire, du tombeau du saint. On va l'enterrer, si j'ai bien lu, soit dans la cathédrale, soit non loin de la cathédrale de Saint-Jacques-de-Compostelle. Avant de partir pour ce pèlerinage, Guillaume X confie ses filles, alors j'ai vu les deux, soit à l'archevêque de Bordeaux, mais c'est plus cette version qui sera retenue que l'autre, soit selon certains historiens, la jeune fille aurait été confiée à son oncle Raymond de Poitiers et avec lequel elle aurait entretenu, on va dire, ses premiers amours. Donc elle aurait eu, on va dire, ses premiers flirts un peu adolescents et tout ce qui s'ensuit. Mais c'est pas la version la plus retenue et c'est, je pense, une version, on va dire, qui a été, selon, on va dire, moi, mes lectures, on va dire, et ce que les historiens ont ressorti, on peut supposer que c'est une version qui a été faite a posteriori, notamment par rapport au fait qu'on l'a beaucoup calomniée à l'âge adulte, et donc pourquoi pas en rajouter une couche quand elle était plus jeune. Son frère Guillaume d'Aigre étant mort très vite, étant mort très jeune, on va dire au passage, c'est donc Aliénor qui hérite du duché d'Aquitaine et du comté du Poitou. Toutefois, la jeune adolescente est trop jeune, on va dire, pour diriger le duché à elle toute seule, et surtout, elle reste seule, on va dire, à la merci de rapts et de mariages forcés. En effet, la crainte, on va dire, qu'il va y avoir à ce moment-là, vu que c'est l'aîné d'une famille, c'est le fait que certains barons un petit peu agités des alentours la kidnappent et se marient avec elle de force pour avoir la main mise sur le duché d'Aquitaine et sur tout le reste. Dans un texte contenu dans les annales de Cîteaux, écrit en latin, mais que les historiens supposent c'est plus un texte apocryphe, c'est-à-dire dont la véracité est un petit peu remise en question. Dans ce fameux texte, on y voit, en fait, on mentionne le fait que Guillaume X place ses filles, donc Pétronille, la cadette, et Aliénor l'aînée, sous la protection de son suzerain, et son suzerain, c'est le roi de France, c'est Louis VI, dit le Gros, afin qu'Aliénor, et notamment Aliénor, soit mariée convenablement et lègue à sa fille aînée, ce fameux domaine d'Aquitaine et du Poitou. Ce qu'il faut comprendre dans tout ce gros bazar, c'est que, à la mort de papa, Aliénor devient duchesse d'Aquitaine, en absence d'héritier mâle, et comme elle est trop jeune et comme elle est
comme elle n'est pas en capacité, alors en capacité, mettons ça entre guillemets, de pouvoir diriger le duché toute seule, et de diriger le duché vu son jeune âge, il faut qu'elle trouve un mari convenable qui puisse, on va dire, on va pas l'assister, mais avec qui toute tentative de rapt, toute tentative, on va dire, de mauvaises actions à son encontre soit totalement écartée. À ce moment-là, je précise, si au moment de la conversion de son père, elle a 12 ou 13 ans, là, on va situer plutôt vers les 15 ans, 16 ans, en fait, à ce niveau-là. Donc, elle est encore une adolescente. Avec la mort de Guillaume X, et en tant que fille aînée du duc, Aliénor hérite donc du titre ducal. Ce n'est pas rare au Moyen-Âge que les filles héritent de ce genre de position, et quand on va avoir un titre tombé en quenouille, pour l'expression, c'est le suzerain qui est en charge en fait de prendre en charge de marier l'orpheline. Son père ne s'en étant pas préoccupé au moment de son vivant, c'est donc à son suzerain, le roi de France, qui va s'en charger. Et c'est donc avec cette nouvelle en tête qu'en cette fin de mois de mai-juin, selon les historiens, 1137, mai-juin et selon les versions surtout, que les émissaires de l'archevêque de Bordeaux se rendent au château de Béthigny, où le roi Louis VI, dit Louis le Gros, a établi sa cour. C'est une cour itinérante, je le rappelle. Les cours itinérantes se déplacent de château en château. Et là, vous allez vous demander pourquoi Louis le Gros. En fait, il n'est pas très rare, en fait, que durant, on va dire, les règnes des rois de France, au Moyen-Âge, on en retrouve quand même un sacré paquet de petits surnoms bien agréables comme ça, il n'était pas rare qu'en fait, on prenne une particularité physique ou une particularité quelconque, et qu'on en fasse une espèce de sobriquet attelé au nom du roi. Vous avez par exemple Pépin le Bref, vous avez par exemple Louis le Gros, vous avez Louis le Jeune, vous avez ce genre de choses. Donc c'est pas discriminatoire, c'est juste l'époque en fait qui mettait en avant ce genre de petites choses un peu sympathiques comme ça. Louis VI, roi de France depuis une bonne petite trentaine d'années, et par contre, à ce moment-là, en cette année 1137, en très mauvaise santé. En effet, les contemporains racontent qu'il aurait eu des soucis au niveau du ventre, ce qu'ils appellent des flux du ventre. Donc, en très mauvaise santé, et ce dernier peut mourir, on va dire, d'un jour à l'autre. Donc, on peut supposer que c'est suffisamment grave pour que on s'en inquiète. À cette époque, le roi est conseillé par l'abbé Sugère, qui est encore une fois, avec Bernard de Clairvaux, une des grandes figures de cette époque du Moyen-Âge. C'est vraiment, on va dire, le conseiller par excellence que on va dire, tout le monde veut, quoi. Avec la mort de Guillaume X, le roi est donc confronté à cette notion qui est propre à la société féodale, qui est, on va dire, à ce statut de tuteur. Il doit exercer une forme de tutelle sur la jeune duchesse afin de la marier. Toutefois, avant ces événements un petit peu tragiques, notamment par rapport à Guillaume X, des négociations discrètes, secrètes, on peut appeler ça comme on veut, se préparent pour unir justement le prince Louis VII, donc le fils de Louis VI, ça va de soi, et la jeune Aliénor. La mort du père de cette dernière ne va faire qu'accélérer les choses, puisque, étant donné que son père ne s'est pas préoccupé plus que ça de lui trouver un mari convenable, ça va être les ecclésiastiques qui vont, on va dire, un petit peu s'en charger. Alors, on peut supposer que son père devait être au courant, mais bon, il s'est sûrement dit, on va attendre un petit peu, hein. Parce que certainement qu'il n'était pas très chaud, on peut supposer qu'il n'était pas très chaud, de rallier son grand domaine d'Aquitaine à la couronne de France. On peut supposer que Guillaume X, n'étant pas pressé de marier sa fille, surtout on va dire au fils du roi de France, notamment pour des questions peut-être d'indépendance, pour des questions peut-être d'autonomie, pour tout un tas de choses. On peut se laisser aller à la supposition de ce pourquoi, on va dire, son père ne s'en est pas préoccupé plus que ça. Le projet de mariage, on va dire, est surtout, on va dire,
une idée de Sugère. Donc, Sugère, grande tête pensante, et pourtant, malgré ses origines modestes, très grande tête pensante, c'est dit pourquoi pas marier les deux ensemble. Mais en cette année 1137, la mort de Louis VI, comme je vous l'ai dit, peut être imminente à tout moment, et donc il faut mettre un coup d'accélérateur à cette idée d'union, notamment entre le fils du roi et la jeune duchesse. Et là, vous me demandez, mais cette duchesse qui a grandi dans cette cour, on va dire, extrêmement riche, extrêmement riche, extrêmement pleine de vie, on peut se demander quel genre, on va dire, d'époux on va donner justement à cette fameuse jeune adolescente. Ben, selon les contemporains, Louis VII, donc le fameux prince Louis, le fameux Louis VII, à la base n'était pas destiné à régner. C'était le second fils de Louis VI, donc pas destiné à régner, bien entendu, parce que c'était l'aîné, sauf que son frère aîné, Philippe, meurt tragiquement dans un banal accident de cheval où ce dernier se fracasse le crâne et il meurt. Et c'est donc son frère qui est propulsé justement à cette place de fils héritier, de futur roi, alors que ce dernier n'était pas du tout ça. On le décrit à ce moment-là comme un jeune homme de 16 ans, relativement très bien éduqué au niveau religieux. Il a fait ses premières classes à l'école capitulaire de Notre-Dame de Paris. Il se révèle être un élève brillant, un élève très appliqué. Mais voilà, c'est pas un tempérament, on va dire, il n'était pas destiné à régner. Et il va faire beaucoup d'erreurs, justement par rapport au fait qu'il n'a pas eu une préparation suffisamment poussée. Malheureusement, avec cet événement, cet accident par rapport à son frère, il se retrouve sur le devant de la scène et il est couronné du vivant de son père en 1131. Pourquoi on va le couronner? Parce que tout simplement, si le roi meurt, il y a un roi qui est prêt à régner. Mais il va de soi que ça restera Louis VI qui va régner jusqu'à sa mort. En 1131, on lui fout la paix, il est couronné, il sait qu'il va devoir à un moment donné monter sur le trône, mais pour l'instant, il s'en occupe pas trop. Donc, il repart à ses études ecclésiastiques, et bon, la vie continue. Mais cette fameuse année 1137, il va devoir quitter ses études, on va dire, ecclésiastiques, de façon définitive pour pouvoir assurer justement cette fonction de roi. Mais ça, on le verra tout à l'heure quand on parlera, on va dire, des événements autour du mariage. Mais concrètement, voilà, on va dire, le genre de mari qu'on va donner à Aliénor. C'est un jeune homme qu'on décrit relativement beau, relativement, voilà, dans les canons de beauté de l'époque, mais pas forcément peut-être aussi, on va dire, éveillé sur certaines choses, que pourrait l'être un jeune homme, on va dire, qui n'a pas eu une éducation, on va dire, centrée sur la religion. Donc, partez du principe que c'est un jeune garçon qui n'est pas, on va dire, qui d'abord n'était pas destiné à régner, qui se retrouve à régner parce que, voilà, c'est l'adversité, c'est comme ça, et que avec son mariage avec Aliénor est plus une union politique qu'une union, on va dire, sentimentale, une union de cœur. Dans le cortège accompagnant le jeune prince Louis, on compte plus de 500 chevaliers et autant de grands barons, au sens très large du terme, comprenant grands barons, seigneurs, vassaux et compagnie, etc., etc. Ce cortège part de Paris selon la date qu'on l'on va choisir entre le 15 ou le 18 juin 1137 pour le sud de la France où il est censé épouser Aliénor. Avant son départ vers le pays aquitain, le roi mourant Louis VI donne quelques recommandations à son fils et à son escorte, notamment une interdiction formelle de toute mauvaise action dans ces contrées, et quand je dis mauvaise action, comprenez pillage, vol, et on s'en prend aux paysans. Il confie également à Louis et à l'abbé Sugère qui du voyage, selon on va dire les recherches que j'ai pu trouver, et aussi cela se devine beaucoup,
Il lui confie également des richesses assez conséquentes et beaucoup de sommes d'argent, notamment s'il faut, on va dire, payer pour avoir un peu de tranquillité sur le chemin du voyage. Il ne faut pas oublier que c'est Geoffroy de Loroux, archevêque de Bordeaux et protecteur d'Aliénor, et dans ce contexte, et l'abbé Sugère, bien sûr, sont à l'origine de cette espèce de mariage arrangé entre le prince et la jeune duchesse. Ces derniers, d'ailleurs, avant, on va dire, toute célébration, doivent en profiter pour peaufiner certains détails, notamment au niveau du mariage et de la cérémonie. Donc, autrement dit, on se rencontre pour fignoler certaines choses avant que les deux se marient. Selon la tradition capétienne d'alliance avec l'Église, on octroie au clergé aquitain certains privilèges et libertés pour, on va dire, histoire de pas se les mettre à dos. Le mariage entre Louis VII et Aliénor d'Aquitaine a lieu le 25 juillet 1137 dans la cathédrale Saint-André devant, on va dire, les grands du royaume, aussi les grands de la région. Les grands, ce sont les barons, les seigneurs et les vassaux. On va laisser avant cela suffisamment de temps à ces derniers pour pouvoir arriver. On donne une date et chacun, on va dire, arrive selon, plus ou moins rapidement, selon où on se situe. À cette époque, le mariage n'est pas considéré comme un sacrement. Il va être considéré par un sacrement qu'à partir de l'A 32, où là, la bénédiction nuptiale va rentrer dans les sacrements et va constituer être une obligation. Concernant le déroulement de la cérémonie à proprement parler, il n'y a pas de texte de l'époque, il n'y a pas de texte à proprement parler. Alors j'ai vu que Philippe Delorme avait cité un texte provenant du XVe siècle. J'ai fait le choix de ne pas reprendre les éléments cités. Pourquoi ? Parce qu'on peut se douter qu'entre le XIIe et le XVe siècle, il y a dû y avoir certains changements, certaines choses ont pu se faire, dont d'autres ont peut-être été enlevées. Donc j'ai préféré par prudence de ne pas l'inclure, même si ça peut donner une idée de la chose. J'ai préféré par mesure de prudence de ne pas l'inclure dans cette partie parce que par mesure, on va dire, de précaution. Toutefois, on peut quand même s'imaginer un peu la procession nuptiale, ou du moins certains éléments de ce jour-là. Et notamment, il faut savoir que cet été 1137 c'est un été, de ce que j'ai pu en lire, où il faisait très chaud, où la chaleur était écrasante et où il y avait des cas de sécheresse dans certains lieux. Et malgré ça, on peut souligner par exemple certes des décorations, des toiles colorées, des guirlandes, le sol jonché de fleurs, ce genre de choses. Donc on va dire un mariage relativement bohème, si on se fie un peu à ce qu'on connaît maintenant, est très coloré. Et on peut se représenter ces rues grouillantes de Bordeaux avec toutes les personnes qui acclament la duchesse sur le passage du couple. De façon générale, on ne sait pas trop à quoi ressemblait justement Aliénor à ce moment-là et même un peu tout au long de sa vie. On ne sait pas trop à quoi elle ressemblait. On a quelques représentations par-ci par-là, mais c'est des représentations qui sont pas fidèles comme on peut l'entendre. Et le tombeau de Fontevraud ne donne pas vraiment une idée fidèle, comme on pourrait le penser, de la reine, dans le sens où ce caveau a été fait avec, on va dire, les critères de beauté de l'époque, enfin les critères stylistiques de l'époque. Donc, on ne sait pas trop à quoi ressemblait Aliénor à proprement parler durant sa vie. Tout ce qu'on peut dire, c'est que peut-être c'était une jeune fille qui avait les cheveux blonds, longs parce que c'était les critères de beauté de l'époque, et probablement les yeux clairs si on se réfère un peu à ce que Chrétien de Troyes a pu en décrire, ou du moins s'en inspirer, notamment pour la reine Guenièvre. Donc on peut supposer que c'était une jeune fille blonde, cheveux longs parce que c'était un petit peu la norme, mais
On ne sait pas trop à quoi elle pouvait ressembler. Honnêtement, on ne sait pas. On peut se faire une idée avec les représentations a posteriori, mais il faut partir du principe que ce ne sont pas vraiment des représentations de ce qui aurait pu être. Toutefois, malgré cela, on peut s'imaginer, avec les codes que nous connaissons, comment la duchesse devait être peut-être habillée le jour de son mariage. Elle devait sûrement porter une robe rouge, bien entendu rouge parce que signe de la royauté, et coiffée, on va dire, d'une couronne. Mais au XIIe siècle, le costume féminin est composé d'une chaise, donc une longue tunique de lin à manches longues, et d'une robe longue qu'on appelle le biot. À part ça, on ne sait peut-être pas vraiment comment les choses pouvaient être à ce moment-là. On ne peut que le supposer. Et pendant justement les mauvaises saisons, on avait tendance à mettre comme des espèces d'étoiles en fait sur les épaules, mais sinon rien de plus. Mais toutefois, on peut s'imaginer qu'elle portait une robe longue, rouge, signe de la royauté et signe aussi d'une certaine distinction. Mais après, on n'en sait pas plus. Concernant après la coiffure, parce que tant qu'on y est, elle s'habille, elle se coiffe bien entendu, on peut supposer qu'elle avait les cheveux longs et surtout elle portait des nattes. Les nattes étaient quand même très à la mode. Les films médiévaux n'ont rien inventé à ce niveau-là. Et certainement avec soit un pan de manteau, soit une étoffe en fait dessus. Donc en fait, une espèce de voile. Donc en fait, on peut se l'imaginer un peu comme ça. À ces fameux habits, on peut toutefois imaginer que, vu, on va dire, la renommée de la duchesse, on peut aussi s'imaginer que ces habits, même si c'était, on va dire, des vêtements standards, ils devaient être quand même d'une relative richesse, puisque le commerce avec l'Orient, plus ou moins se faisait toujours sentir, et puis le duché d'Aquitaine était quand même un duché assez riche. Donc on peut tout aussi bien s'imaginer qu'il y avait également quelques richesses venues d'Orient, des soieries ou du brocart ou ce genre de choses, donc des matériaux très précieux. À ce mariage, et pour conclure un petit peu sur, on va dire, le chose du mariage, le cortège des festivités et compagnie va durer de la cathédrale de Saint-André jusqu'au château de Lombrières, où ils sont censés, on va dire, prendre le festin nuptial à proprement parler. À ce mariage, il faut pas oublier que c'était un petit peu monnaie courante à l'époque, Aliénor apporte une dot. En effet, Louis VII, par son mariage avec la duchesse, devient duc d'Aquitaine, entre guillemets. Cela figure notamment sur les deniers frappés par les ateliers bordelais et ceux aussi d'Angoulême, mais ce titre en fait ne paraît pas sur son sceau. Il est duc d'Aquitaine sans vraiment être duc d'Aquitaine, dans le sens où ce n'est pas une annexion du duché d'Aquitaine à proprement parler, donc il est duc sans être duc. C'est un petit peu difficile, mais partez du principe que même si Louis VII a épousé Aliénor, il n'est pas duc d'Aquitaine pour autant, du moins le duché ne lui appartient pas totalement. Le fait que ça ne soit pas une annexion fait que certaines régions comme la Gascogne ou l'Aquitaine gardent leurs privilèges, leurs droits et leur autonomie et leurs lois, on va dire, un peu particulières. Toutefois, le couple, en fait, ne s'éternise pas pour les festivités du mariage dans ce fameux château de Lombrières. Ils prennent carrément de suite la route. Il ne souhaite pas du tout s'éterniser, car étant donné que Louis VI est mourant, son fils souhaite être à Paris le plus rapidement possible. À quelques jours de la fin du mois de juillet, donc les derniers jours de juillet, le cortège prend la route pour Paris. Donc alors j'ai vu que ils partaient soit le jour même, soit ils attendaient quelques jours, ça va dépendre des historiens, mais globalement partaient du principe que le couple en fait ne reste pas. Mais vu les chaleurs écrasantes qu'il fait justement ce fameux été, ils font plusieurs haltes dans certains châteaux, et notamment ce sera le cas par exemple chez le seigneur de Taillebourg qui est Geoffroy de Rancon.
qui les accueille chez lui, et on suppose que c'est justement dans ce fameux château où le couple aurait eu leur première nuit ensemble. On le suppose. Alors, est-ce qu'il y a eu consommation du mariage? Est-ce que s'il y a eu satisfaction entre les deux? On n'en sait rien. On n'a aucune source là-dessus. Donc, on peut laisser ça au fantasme, si on peut dire ça ainsi. Début août 1837, le couple atteint Poitiers où le 8, donc le 8 août, une nouvelle cérémonie à la cathédrale de Saint-Pierre, durant laquelle Louis VII, et bon, je dis Louis VII par commodité, est investi du titre de duc d'Aquitaine à proprement parler. Mais il est duc sans être duc, comme on a pu le voir. Ce même soir, le soir même, on va dire, de cette investiture, au cours des festivités qui ont été organisées justement pour l'occasion, il va y avoir une petite ombre au tableau. En effet, un chevalier qui arrive à toute hâte, et c'est, on va dire, les historiens qui le rapportent par le biais certainement des sources, un chevalier à toute hâte se présente devant eux en provenance de Paris. Alors, soit de Paris, soit de Béthigny. J'ai vu les deux, mais ça doit être plus probablement de Béthigny. Leur annonce au couple royal comme quoi Louis VI est décédé et que du coup, son fils devient monarque de France, enfin de France à proprement parler, du royaume de France. Donc en fait, Louis VI est décédé, on va dire au tout début du mois d'août, donc certains historiens l'ont situé au 1er août, et son fils est par conséquent devenu roi à ce moment-là, mais ce dernier l'apprend que le 8, donc c'est un petit peu le bazar à ce niveau-là. Donc le couple ne s'attarde pas, comme vous pouvez vous le douter, et ils prennent la route pour Paris et ils finissent par arriver à Paris. Alors, Paris, à cette époque-là, ce n'est pas le Paris, vous vous doutez bien, de maintenant. Aliénor, qui est habituée à un certain standing à Bordeaux ou à Poitiers ou ailleurs, est confrontée à une extrême grosse déception en arrivant à Paris. Mais alors une très très grosse déception. Même si la ville est devenue un centre intellectuel, parce qu'elle a de nombreuses écoles, notamment on a parlé de l'école de Saint-Victor justement dans le podcast sur l'éducation. C'est une ville en fait qui compte aux alentours des quelques 3000 personnes, mais qui s'entassent en fait dans les enceintes, ça s'entasse, les rues sont sales, elles sont boueuses, c'est agité. En fait, c'est un Paris qui est entre le raffinement entre guillemets, enfin le centre intellectuel, et un Paris on va dire élégant, quoi. Si on doit, on va dire, expliquer le Paris de l'époque, on va prendre par exemple sur la rive gauche, il y a les anciennes de Lutèce plutôt, les anciennes lunes de Lutèce, ou des anciennes, on va dire, de l'ancien héritage romain, voire gaulois, où on va trouver surtout les abbayes de Sainte-Geneviève et de Saint-Victor qui ont justement ces fameuses écoles. Et on va retrouver à côté de cela des vignes et des prés, donc rien à voir, diamétralement opposé. Sur la rive droite, on va trouver surtout les principaux centres de peuplement, notamment aussi les principaux centres de production artisanale, les boulangers, tout ce genre de choses en fait. Et la cité, l'île de la Cité. Concernant l'île de la Cité, c'est un ensemble, on va dire, de rues étroites, sinueuses, boueuses, sales. C'est exactement, on va dire, le cliché de ce qu'on peut s'imaginer au Moyen-Âge. Les rues ne sont pas pavées à l'époque, pas encore. Il faut savoir que, ne serait-ce que par exemple à Toulouse, on va commencer à paver les rues juste entre le 14e et le 15e. À Paris, ce sera bien avant. Mais sachez que le fait de paver les rues ne va pas de soi à cette époque-là. Donc je vous laisse imaginer comment étaient un petit peu les choses. On va retrouver quand même quelques pôles de commerce et d'artisanat comme l'orfèvrerie ou ce genre de choses. On va retrouver on va retrouver certains pôles intellectuels, mais globalement le Paris de l'époque n'est pas le Paris de maintenant. Partez du principe que c'était vraiment une ville où les gens s'entassent beaucoup, où il y a une confrontation entre héritage ancien
Gaulois, puisque de l'Utès c'est quand même la Gaule, hein, qu'on l'oublie pas, Romains, Antiquité tardive, enfin c'est une ville un petit peu on va dire où tout se mélange. Et dans la partie occidentale de l'île de la Cité va se dresser le vieux palais royal, qui était autrefois justement une citadelle romaine, et qui a été rénové au temps de Robert le Pieux. Donc, alors quand même eu quelques rénovations, on est bien content. Ce dernier a rajouté notamment un donjon, la chapelle Saint-Nicolas, et ce que l'on va appeler le logis du roi. Et dans ce fameux logis du roi, la jeune reine va y passer quand même un sacré bout de temps, même des fois la pauvre certainement à s'ennuyer, et elle va quand même réussir à recréer une forme de cour comme elle a connu justement à Poitiers, à Bordeaux, à tout. Elle va essayer elle va reconstituer ça, une cour petit à petit, où elle va faire venir des troubadours, des poètes ou ce genre de choses, en fait pour se divertir, pour divertir aussi ses suivantes. Donc elle va instaurer un style bien à elle, à la cour des Capétiennes, qui est une cour triste, maussade, très monastique, très froide. Du coup, elle va mettre un grand coup de pied dans la fourmilière. Vous imaginez bien, une jeune fille de 15-16 ans qui met un coup de pied dans la fourmilière, ça plaît pas à tout le monde. Et justement, c'est ce genre, on va dire, de tempérament un petit peu excentrique qui va faire que ça va contribuer au début de sa légende noire. Enfin, de toute façon, voilà. Et dans les bouleversements qu'elle va amener, il va y avoir les vêtements, il va y avoir la mode, quoi, il va y avoir le divertissement, tout un tas de choses. Dans les vêtements, par exemple, on peut mettre en avant le fait que les vêtements, avec les bouleversements qu'amène Aliénor, le vêtement féminin va petit à petit souligner la silhouette féminine, au sens où on va voir poindre sur les robes des décolletés qui laissent apparaître les épaules et la naissance, on va dire, de la poitrine. On peut supposer que ça peut être des décolletés soit ronds, soit carrés, mais vraiment des décolletés où voilà, on laisse apparaître un petit peu les formes, on va recintrer les vêtements, on va mettre des ceintures un peu pour souligner la taille, on va utiliser des boutons un peu précieux. En fait, ça va être à la fois beaucoup dans le détail et dans les matières utilisées. Elle va faire venir aussi à sa cour des jongleurs venant du Midi, des jongleurs, des troubadours. Elle va introduire en fait cette culture un peu du Sud pour égayer justement cette cour et donner un côté un peu plus frais, un côté un peu plus jovial à cette fameuse cour capétienne qui est démoralisante au possible, si on en croit bien évidemment les historiens qui ont travaillé dessus. Et par contre, on peut se demander le couple en lui-même, Aliénor et Louis, parce que c'est bien beau en fait de qu'ils soient roi et reine, mais globalement niveau personnalité, ça donne quoi? Tous les historiens qui ont travaillé, que ce soit sur Aliénor ou sur Louis, vont tous arriver un peu à la même conclusion, c'est le couple le plus extrêmement mal assorti, c'est un couple mal assorti au point. Elle est joviale, elle a un caractère indépendant, c'est un esprit libre. Lui est extrêmement dévot, presque peut-être maladroit, donc c'est un couple qui est extrêmement mal assorti, qui parvient quand même à s'entendre. Et justement, le fameux couple que tout oppose, on s'est demandé justement par rapport aux satisfactions intimes de la reine, si justement Louis VII arrivait à satisfaire son épouse. Alors, il n'était pas, on va pas dire qu'il ne se donnait pas la tâche, il aimait beaucoup Aliénor, mais c'était pas un amour très, qu'on pourra qualifier de mature, très adulte. C'était un amour plutôt enfantin, plutôt puéril. Beaucoup utilisent ce terme de puéril pour qualifier l'amour que porte Louis pour Aliénor. Et le problème étant que on se demande vraiment si d'un point de vue intime, si ça fonctionnait bien. Donc il y a vraiment, on va dire, tout un questionnement. Il y a eu un gros questionnement là-dessus. Et notamment, on prête à Aliénor, alors ça c'est vraiment c'est a posteriori, il faut bien le comprendre, comme quoi elle aurait dit qu'elle avait pu s'épouser un moine qu'un roi. Donc, même si ça a été dit a posteriori, et même s'il faut que ça a été attribué, alors que s'il faut ce n'est pas vrai, on peut être même à se demander si vraiment
Louis VII, malgré sa dévotion pour sa femme, malgré qu'il l'aimait, tout ça, arrivait quand même à faire en sorte que son épouse soit épanouie pleinement à ce niveau-là. Mais ça, c'est autre chose. C'est des questionnements qui sont tout à fait autre chose. Par rapport à la personnalité toujours de Louis VII, d'un point de vue du roi en lui-même, c'était un roi qui était, je trouve, très difficile à cerner, parce que les décisions qu'il prend sont à la fois impulsives que teintées de dévotion, teintées de remords, de culpabilité. On sent que il n'a pas été formé de base pour être souverain, et peut-être qu'il y a eu des lacunes à ce point de vue-là. Après, il était bien entouré. Il y avait l'abbé Suger, justement, qui temporisait autant que possible certaines ardeurs de ce monarque extrêmement dévot et extrêmement maladroit dans ses décisions. Mais on voit que c'est pas un roi qui est extrêmement sûr de lui. On voit qu'il y a... On pourrait se demander s'il ne manquait pas peut-être un peu d'assurance envers lui-même. Mais ça, ce n'est que des suppositions. Et c'est du moins moi ce que j'ai pu en ressentir en lisant. Durant, on va dire, le temps qu'a duré le mariage entre Aliénor et Louis VII, Aliénor n'était pas du genre d'épouse à rester dans son coin, à attendre que les choses se passent. Ce n'était pas du tout le genre de reine inactive, bien au contraire. Elle s'implique énormément dans les décisions de son mari, elle le soutient, elle le soutient autant qu'elle peut, et elle fait partie de ces reines, on va dire, qui gouvernent aux côtés de leur époux un peu en duo, si on peut dire ça ainsi. Et cela va se voir notamment durant la première année qui va suivre justement le mariage, où le roi va être amené à intervenir dans le Poitou, et qu'il va intervenir même par rapport à la famille de sa femme. Et ça, on le verra juste après. En effet, en 1138, Louis VII prend la route pour Poitiers afin de mettre fin à une révolte de bourgeois qui s'était déjà constituée en commune, comme quoi la notion de commune n'est pas propre au XIXe siècle. Avec une poignée de chevaliers, il parvient à résoudre cette rébellion, cette crise, sans verser la moindre goutte de sang. En revanche, ce dernier exige 100 jeunes filles et garçons, 100 jeunes gens, filles et garçons, comme otages. Le but était de les disperser dans toute la France et de les garder un certain temps comme otages. Toutefois, son conseiller principal, l'abbé Suger, le dissuade de faire une telle chose, ce qui prouve encore une fois ce caractère un peu ambigu dont je vous ai parlé, qui était un caractère à la fois dévot, mais aussi qui pouvait se montrer relativement violent par certains aspects. Dans les épisodes où l'on soupçonne qu'Aliénor a eu une influence quelconque, on peut citer notamment le cas par rapport à sa famille, notamment avec l'épisode de sa petite sœur Pétronille. En effet, alors j'ai vu soit sénéchal, soit comte, selon on va dire ou ce qu'on lit, ce qu'on trouve. Donc le comte Raoul de Vermandois, un homme âgé et borgne de surcroît, veut répudier son épouse légitime, Éléonore de Blois, la nièce de Thibaut IV, comte de Champagne, et malgré les tentatives de Bernard de Clairvaux, ce dernier, donc ce fameux comte de Vermandois, reste sourd et campe sur ses positions. Il veut aller jusqu'au bout de son entreprise, et son entreprise est qu'il veut épouser la jeune sœur de la reine, Pétronille, qui est alors âgée de 17 ans. De plus, cette relation, ce contexte, rend les relations entre le roi de France et le comte de Champagne relativement difficiles, car ces deux-là entretiennent déjà de base avant cette escarmouche des relations quelque peu tendues. Pourquoi ce dernier veut répudier justement la nièce du comte de Champagne? C'est avant tout pour épouser, comme je vous le disais, la jeune sœur de la reine. À cause, on va dire, de cela, le couple illégitime, parce que c'est un couple illégitime, qu'on le veuille ou pas, risque l'excommunication. Or, on peut bien imaginer la reine Aliénor ne pas vouloir que cela arrive, notamment pour sa petite sœur.
Les relations entre le roi et le comte de Champagne sont tellement tendues par rapport à cette histoire et probablement à d'autres antécédents que ces derniers en arrivent aux combats armés, et des combats armés assez violents par moments. Et l'épisode, on va dire, qui illustre ce côté violent justement de ces affrontements est celui de l'été 1142 à Vitry en Perthois, où environ 1 millier de personnes, donc 1 millier d'habitants justement de cette fameuse ville, meurent brûlés vifs dans l'église où ils s'étaient réfugiés afin d'échapper aux troupes royales. Cet événement où justement toutes ces personnes sont mortes brûlées vives à cause justement de cette histoire de répudiation marque très profondément le roi de France pendant très longtemps. Ce dernier est rongé par la culpabilité, par les remords, et cela va prendre, on va dire, plusieurs aspects, notamment pour expier justement cette faute. Et pour couronner le tout, au niveau privé, rien ne peut apaiser le roi. En effet, cela fait plusieurs années que Louis et Aliénor sont mariés, et ils n'ont toujours pas d'héritier mâle, pour ne pas dire qu'ils n'ont toujours pas d'enfant. La seule grossesse qu'Aliénor ait connue à cette époque s'est soldée par une fausse couche. La question d'un héritier est encore plus d'actualité, et on peut se demander toutefois si les rumeurs de stérilité de la reine n'ont pas commencé déjà à circuler à tort ou à raison. Comme pour expier ces fautes, donc on pense bien à ce fameux incendie, Louis VII va s'imposer un certain nombre de marques de piété, et notamment des jeûnes et des macérations assez sévères. Il cherche surtout également à s'attirer les bonnes grâces du clergé en effectuant plusieurs actes pieux entre 1143 et 1144. L'acte de piété le plus significatif que l'on peut souligner est celui du 11 juin 1144. Ce jour-là, le couple royal assiste à la consécration de la nouvelle abbatiale de Saint-Denis, et Louis VII apparaît justement à cette fameuse consécration en tenue de pénitent. Et son épouse, on peut se le douter, n'a pas suivi, on va dire, son époux dans cet acte de pénitence. Elle est habillée, elle, de façon très richement habillée, et parée et coiffée, comme on peut s'en douter. Parmi les ecclésiastiques qui sont présents donc à cette fameuse consécration, on retrouve l'abbé Suger, bien entendu, principal conseiller du roi, et on va dire une des figures principales de cette époque, et une autre figure qui est Bernard de Clairvaux. À cette fin de cette consécration, notamment à la fin, la reine s'entretient en tête-à-tête avec Bernard de Clairvaux pour lui parler de certaines choses on va dire d'un point de vue intime entre guillemets. Ce dernier fait un psychologue et devinant probablement pourquoi la reine voulait s'entretenir avec lui, accepte bien entendu de vouloir l'écouter. Et aussi cette dernière ne peut envisager l'excommunication de sa sœur et de son époux, mais peut-être plus de sa sœur que du vieux comte de Vermandois. Bernard de Clairvaux n'y va pas par quatre chemins. Il lui explique très clairement que pour mettre fin, on va dire, à ces querelles, à ce contexte un peu lourd entre son époux et le comte de Champagne, eh bien, il faut qu'elle accepte concrètement l'excommunication des deux épouses illégitimes, à savoir sa sœur Pétronie et Raoul de Vermandois, qu'elle doit l'accepter, qu'elle ne doit pas encourager Louis VII dans cette entreprise, dans ces affrontements. En fait, il faut que apaiser les choses. Si elle accepte cet état de fait, Bernard de Clairvaux alors lui prédit, je mets le mot prédiction entre guillemets, lui prédit qu'en quoi Dieu leur accordera l'enfant tant désiré, car cette dernière lui confie que le problème du couple, c'est qu'il n'arrive pas à avoir d'enfant, et c'est ce qu'elle voudrait. Alors, je pense que Bernard de Clairvaux a vraiment, et enfin psychologue, beaucoup d'historiens sont d'accord là-dessus, a un petit peu attissé la corde sensible d'Aliénor, elle tentant d'en faire autant. On va dire qu'il y a eu un jeu de on veut bien vous accorder ça si on vous accorde ça. Donc il y a peut-être une façon aussi, il y a peut-être eu un jeu d'influence entre les deux, allez donc savoir. Ravi de cette annonce, bien entendu, parce que bien entendu quand vous désirez un enfant et qu'on vous dit que cela va pouvoir se faire, la reine va faire part à son époux de cette prédiction. Et que pour cela que se produise, il faut que cette dernière épaule son époux dans une construction de paix dans le royaume et donc valide l'excommunication de sa sœur, ce qu'elle fera certainement bon gré et mal gré.
Et en 1145, on va dire que la prophétie, je mets le mot prophétie entre guillemets, se réalise et la reine met au monde un premier enfant né, on va dire, vivant, une fille, la petite Marie. Donc ce n'est pas un héritier mâle, mais ça prouve que la reine n'est déjà pas stérile. À côté de ce contexte français assez turbulent dans certains sens, en décembre 1144, un événement dramatique pour la chrétienté va se produire. En effet, les Turcs seldjoukides, qui sont du côté oriental, on va dire, de la Méditerranée, dirigés par Gengis, reprennent Édesse, le comté d'Édesse, aux chrétiens. En effet, Édesse faisait partie des 4 États latins d'Orient créés au moment de la première croisade. Un appel à la croisade est donc lancé par Eugène III en 1145 à tous les princes et les grands barons de la chrétienté occidentale. Alors ça ressemble beaucoup à la première croisade, mais globalement ce sera toujours un peu le même genre de procédé. Le jour de Noël de cette même année, à Bourges, Louis VII fait clairement part de son intention de participer à la croisade et de conduire cette expédition en Terre Sainte. La culpabilité et certainement les remords ne sont peut-être pas innocents à cette décision, et donc il en fait part à tous ceux et il espère le soutien de tout le monde. La reine Aliénor, de son côté, parvient à convaincre ses vassaux de son bon duché d'Aquitaine de s'engager dans cette croisade auprès de son mari et aussi par fidélité pour elle. Le soutien de son épouse dans son projet de croisade se révèle très précieux pour Louis VII, comme on peut s'en douter, notamment par tous les vassaux, les barons que cette dernière va pouvoir ramener dans son armée. Par ailleurs, la reine Aliénor décide d'accompagner son époux en Orient. Cela arrange énormément Louis VII, comme on peut s'en douter, car il n'était pas tranquille de laisser sa femme toute seule pendant aussi longtemps, et probablement aussi à la merci peut-être de certains qui ont de mauvaises intentions. La reine étant du voyage, beaucoup d'épouses de nobles et de vassaux vont l'imiter et vont emporter avec elles toutes leurs affaires, c'est-à-dire leurs meubles, leur personnel, et quand je dis personnel, c'est chambrières, tout ce que vous voulez, leur garde-robe. En fait, on décrit un peu cette seconde croisade, plus on va dire, avec une présence beaucoup plus féminine que masculine. Mais il faut pas oublier que si vous avez des combattants armés, vous avez également dans les croisades des pèlerins. Et malheureusement, les pèlerins, c'est souvent les premières victimes dans les croisades, au sens où ce ne sont pas des personnes armées. Mais ça, c'est encore autre chose. On le verra quand on traitera des croisades bien plus tard. Parmi les autres souverains qui vont accompagner Louis VII dans cet appel à la croisade, on peut citer Conrad III. Après plusieurs péripéties sur la route, l'armée française finit par arriver à Byzance. Alors, il faut savoir une chose, c'est que l'armée des croisés n'a pas pris une seule et même route. L'armée s'est divisée, certains sont partis par la mer, d'autres partis par la terre. Donc on peut imaginer le problème que cela a pu amener au niveau logistique. Quand l'armée française arrive à Byzance, donc l'armée française comprenait le couple royal et tout le reste, quand ils arrivent à Byzance, déjà, sur place, les Occidentaux, donc les croisés occidentaux, sont accueillis, on va dire en grande pompe, mais avec une certaine dose de méfiance, dans le sens où certains vont les qualifier de Celtes barbares, parce que bon, ce sont clairement, on va dire, des gens, ce sont des Occidentaux, et cette arrivée des croisés ne sera pas forcément très bien perçue à Constantinople, il faut savoir ça. Ils sont accueillis en très grande pompe par le basileus Manuel Comnène. Aliénor va s'émerveiller, on va dire, de cette culture orientale, de la soierie, des parfums, des épices, de l'architecture, de tout, on va dire, ce qui peut constituer cette culture orientale à tous les niveaux, et Constantinople elle-même. Louis VII va être assez agacé par les manières des Byzantins, leur cérémonial, leur nom pompeux. En fait, il va trouver, et ça les chroniqueurs vont le rapporter, tout ça, il va trouver tout ça très exagéré, très un peu matu vu, si on peut dire ça ainsi. Par ailleurs, les chroniqueurs qui justement ont accompagné le roi de France, on peut citer Eudes de Dale, qui, ce dernier, ne dresse absolument pas un portrait très flatteur déjà de la ville de Constantinople et de ses habitants. Pour vous dire un peu la chose comme qu'elle est, et pour, on va dire, résumer la chose. En gros, il va expliquer que Constantinople est entre la vertu et le vice.
où on va dire, où le vice, on va dire, est plus maître que la vertu. Et bon, alors faut pas le prendre au pied de la lettre, bien entendu, parce que c'est fait justement un peu pour dénigrer. Mais disons que autant il va reconnaître certaines choses propres à Byzance, qui sont les intellectuels et compagnie, autant il va souligner en très grande force les mauvais côtés de la ville, à savoir la prostitution, ce genre de choses. Du moins, c'est ce qu'on peut en déduire en le lisant. Et c'est totalement normal parce que ce ne sont pas les mêmes cultures, ce ne sont pas les mêmes façons de voir les choses. Donc, il faut faire très attention avec les sources d'époque parce que s'il y a un parti pris derrière, et le parti pris, quand on le lit, on le sent très clairement. Comme vous vous imaginez bien, le couple royal, en sachant que Louis VII, on va dire, ne se plaît pas à cette cour byzantine, va prendre congé rapidement de Manuel Comnène et il va se diriger vers l'Anatolie, du moins il va traverser l'Anatolie pour prendre le bateau dans une petite ville portuaire d'Athalie. Mais entre-temps, comme on peut se l'imaginer, sur la route, les Turcs en ont bien profité pour, on va dire, leur tendre quelques escarmouches et faire quelques victimes au passage. Quand les croisés arrivent à Athalie, ils embarquent pour direction Antioche. Antioche, c'est un des États latins d'Orient qui ont été justement créés à la première croisade. Cet État d'Antioche est dirigé par un proche d'Aliénor, son oncle Raymond de Poitiers, oncle, on va dire, beaucoup plus jeune qu'elle, et surtout frère de son défunt père. Et quand ils arrivent sur place, Aliénor retrouve un petit peu ce contexte un peu chaleureux qu'elle a connu de son Aquitaine natale et tout ça. Donc elle se plaît à Antioche, il faut le dire, elle s'y plaît. Elle est ravie d'être là-bas. Quand ils sont accueillis par justement l'oncle de son épouse, Louis VII fait part à ce dernier d'un projet complètement abracadabrantesque qu'il a eu, à savoir, il veut non pas aller récupérer le comté d'Édesse comme cela devait se faire, comme cela était le plan initial, non, il veut lancer une expédition vers Jérusalem, pour récupérer Jérusalem. Or, Raymond de Poitiers lui fait comprendre que c'est hors de question, qu'il ne l'accompagnerait pas parce que c'est une expédition inutile et périlleuse. Et comble de l'ironie, et comble de l'ironie dans un certain sens, sa femme va se ranger du côté de son oncle. Alors, c'est un peu là que la légende noire va commencer un peu à se faire, à savoir que sa femme a pris le parti de son oncle parce qu'elle aurait une liaison avec. On lui a déjà attribué des liaisons, c'est un petit peu du réchauffé, hein, donc. Mais bon, ça fait partie des rumeurs, on va dire, des rumeurs de sa légende noire qui sont les plus connues. Ce vexant, on va dire, on peut imaginer tout aussi bien à Louis VII totalement vexé. Ce dernier décide de partir sans prendre congé, on va dire, de l'oncle de sa femme. Et cette dernière refusant de le suivre, il la contraint tout simplement à le suivre et sans broncher, comme on dit. Toutefois, l'expédition en elle-même est un véritable échec, mais un échec cuisant, notamment au moment où ils ont tenté la prise de Damas, en 1148, ça a été un échec cuisant. Pourquoi, vous allez me dire, il a voulu aller à Jérusalem, il voulait se prier dans le Saint-Sépulcre. Voilà pourquoi il voulait aller à Jérusalem. Et c'était totalement pas prévu, nous sommes bien d'accord. Ce n'était absolument pas prévu et ça a été au final une catastrophe. En 1149, sur le chemin du retour vers l'Europe et donc vers la France, le couple royal embarque dans 2 bateaux séparés, c'est-à-dire chacun de son côté. On peut voir dans cette façon, on va dire, d'embarquer chacun de son côté, un peu les prémices de ce qui va être une rupture, un commencement de rupture dans ce couple. Cette traversée n'est toutefois pas de repos. En effet, la flotte royale se retrouve au milieu d'affrontements entre Siciliens et Byzantins dans lesquels elle n'avait rien à faire. Le navire du roi s'en sort indemne, tout va bien. Par contre, celui d'Aliénor se retrouve capturé par les assaillants. Et il faut attendre plusieurs semaines pour que cette dernière soit délivrée, et notamment secourue par les Normands, des Normands présents notamment en Sicile. Mais elle a été délivrée, mais la reine, de ce qu'on peut en comprendre, était quand même relativement malade et affaiblie. Donc on peut supposer que c'était pas des conditions, on va dire, de tout repos. Le couple royal se retrouve dans un premier temps à la cour du roi de Sicile, Roger II de Sicile, à Potenza, et
bien plus tard, ils vont se retrouver à Frascati, dans le Latium, à l'initiative du pape Eugène III, donc ils sont reçus par le pape, mais il faut être très clair là-dessus, le couple étant froid, on peut s'imaginer un couple qui s'entend plus, qui ne sont plus d'accord sur rien, notamment depuis, alors selon ce qu'on va trouver, ça va être soit la querelle d'Antioche, soit l'incident d'Antioche. Dans tous les cas de figure, c'est la même chose. Donc ils sont en froid, et le pape Eugène III est déjà au courant un peu de cette situation, puisque l'abbé Sugère l'en a informé. Pour réconcilier les deux époux, le pape procède à des entretiens de chacun des époux pour les entendre, un petit peu comme ferait un psy, et on peut supposer que la notion de séparation a été évoquée, notamment par le fait, et je pense que les deux époux le savaient, le fait qu'ils étaient parents au 4e et 5e degré. Or, le pape ne veut rien entendre. Pour lui, ça n'a pas lieu d'être. S'il leur entendait, en fait, on peut supposer qu'il a été très clair là-dessus, et il les a menacés d'anathème si jamais ils entendaient à nouveau cet argument se présenter. Vous allez me dire, mais s'ils sont parents, pourquoi on les a laissés se marier? En fait, Aliénor et Louis VII sont parents au 4e et 5e degré. Or, l'Église de base n'autorisait pas les mariages à moins du 7e degré de parenté. Toutefois, comme on peut voir, il y a quand même quelques exceptions à la règle, et ce taux, on va dire, de parenté va être plus ou moins ajusté au Moyen-Âge. Pour réconcilier les deux époux, le pape fait célébrer une nouvelle cérémonie on peut s'imaginer pour les unir, et selon Jean de Salisbury, le pape les fait coucher tous les deux dans le même lit, donc dans un lit nuptial, on peut l'imaginer. Cette tentative n'aura pas toutefois été vaine, puisque sur le chemin du retour vers Paris, la reine s'aperçoit qu'elle est enceinte, et cela se situe vers la mi-novembre 1149. Cette dernière mettra au monde une deuxième petite fille, Alix, en 1150. Malgré cette tentative de réconciliation de la part du pape, la séparation se rapproche de plus en plus pour les époux entre l'incident d'Antioche, la parenté des deux époux et le fait que la reine n'arrive toujours pas à donner d'héritier mâle au roi. Cela commence à faire beaucoup et cela constitue des motifs suffisants pour un divorce. Par ailleurs, et le roi n'est pas totalement bête, Aliénor se fait courtiser par Henri de Plantagenet, donc le fameux Henri II, et ça ne lui plaît pas. On va dire la chose comme il est, ça ne lui plaît pas, même s'il ne dit rien. Même si ce dernier est décidé à divorcer de sa femme, l'abbé Sugère montre un petit peu, essaie d'expliquer au roi que ça ne serait pas dans son intérêt que Aliénor ne soit plus sa femme, notamment on peut supposer par rapport au duché d'Aquitaine, mais ça ne change rien pour le roi, il est bien décidé à se séparer de son épouse et il ne reviendra pas dessus. Fin 1151, le couple royal se rend une dernière fois ensemble en Aquitaine. Ils tiennent une cour pour Noël à Limoges la même année et au début de l'année 1152, ils vont à Saint-Jean de l'Angély où à ce moment-là, chacun va de son côté, c'est-à-dire Louis rentre sur Paris et Aliénor, elle reste dans son duché. En 1152, un concile se réunit, alors un concile composé de prélats et de nobles, se réunit à Beaugency, pas trop loin on va dire d'Orléans, et là ils vont examiner le cas justement du divorce du roi et de la reine. Cette assemblée examine la situation du couple et valide, malgré l'interdiction du pape qui avait été faite, valide l'argument on va dire de consanguinité entre les deux époux, et Aliénor a obtenu le divorce, et c'est très rare que cela arrive, mais cela arrive, et elle peut épouser maintenant qui elle souhaite. Ce qu'il faut comprendre dans toute cette mélasse, c'est que Louis VII, certes il aimait sa femme, dire d'une certaine manière, mais malheureusement, entre le fait que ce n'est pas un roi, on va dire, exceptionnel, le fait qu'il y a eu cet incident à Antioche, le désastre de la seconde croisade, le fait que le couple ne s'entendait plus les dernières années, c'est toute une accumulation qui fait que le divorce, on va dire, n'était pas loin. Et puis, il faut dire la chose comme elle était, c'était un couple extrêmement mal assorti, c'était un couple, on va dire, qui n'était pas en adéquation l'un avec l'autre. L'un était
avait une éducation monastique au sens pur, l'autre avait une certaine légèreté, une certaine liberté d'esprit, avait une certaine culture que lui n'avait pas. Donc, c'était déjà pas un couple. Alors, on peut dire, oui, mais ça ne veut rien dire, nous sommes d'accord. Mais si on regarde le couple royal en lui-même, ce n'étaient pas des personnalités qui pouvaient s'entendre jusqu'à, on va dire, la fin de leur vie, ce n'est pas possible. Et Aliénor elle-même est un personnage relativement influent, est un personnage, on va dire, fort, d'où on prend l'exemple, par exemple, de l'incident d'Antioche. Son mari ne veut pas aller reconquérir le comté d'Édèse, il veut aller se recueillir sur le Saint-Sépulcre de Jérusalem et reprendre Jérusalem. Son oncle dit, ah non, mais l'oncle lui dit, non, mais non, mais tu rigoles ou quoi? Non, c'est pas ça le plan. Sa femme me soutient, ça lui a pas plu. Il y a en fait cette espèce, je pense qu'il y a, et ça n'engage que moi, c'est que n'est qu'une hypothèse, si on lit un petit peu les travaux des historiens et les travaux, on va dire, des sources, on sent qu'il y a peut-être plus un pragmatisme d'un côté que de l'autre déjà au niveau de la croisade. Et ensuite, c'est le fait que déjà la reine n'arrive pas à donner d'héritier mâle, c'est déjà un mauvais point pour elle, malheureusement. À cette époque et jusqu'à une période très récente, le fait que les reines ne pouvaient pas donner d'héritier mâle, c'était déjà problématique, parce que les princesses, déjà, il faut pouvoir les marier, il faut trouver des bons partis, et ensuite, on préfère, et la loi salique aussi, il faut pas oublier ça, la loi salique refuse catégoriquement qu'une femme soit reine, en fait. Donc, il y avait aussi cette pression derrière. Henri Plantagenet est le fils de Geoffroy V, dit le Bel, comte d'Anjou et du Maine et duc de Normandie, et de Mathilde, dit l'emperesse, héritière du trône d'Angleterre. Pourquoi l'emperesse? Parce qu'auparavant, elle avait été épouse, on va dire, d'un empereur du Saint-Empire. Quand Henri rencontre Aliénor, il est décrit comme un jeune homme déjà beau, viril, plus jeune que la reine, à peu près une dizaine d'années d'écart entre les deux, et aussi extrêmement cultivé. Tout en fait pour séduire cette reine, on va dire, érudite, cultivée, amatrice, on va dire, de divertissement, tout ce genre de choses. Malgré les prétentions auxquelles Henri pourrait avoir par rapport à sa mère, par rapport à l'héritage de sa mère, il ne peut toutefois pas régner dans l'immédiat, puisque c'est son cousin qui règne sur l'Angleterre depuis 1135. Cette prise de pouvoir par Étienne de Blois entraîne une guerre civile entre ses partisans à lui et ceux de Mathilde l'emperesse qui a, par son héritage en Angleterre, a plus de prétentions en fait pour le trône anglais. Quand Aliénor divorce de Louis VII en 1152, elle sait qu'elle doit vite se remarier. En effet, cette dernière est déjà très convoitée et on a peur d'éventuels rapts et mariages forcés par rapport à cela. En avril de cette même année, l'ancienne reine de France envoie une missive à Henri, Henri II, qui est à Lisieux à ce moment-là. Le duc, très charmé par, on va dire, cette femme et tous les honneurs, on va dire, qu'elle a, décide de prendre la route avec quelques compagnons pour aller rejoindre la duchesse. Henri et Aliénor se marient dans la plus grande discrétion, selon les historiens, alors soit dans la salle des comtes de Poitiers, soit dans la cathédrale de Poitiers en 1152. À ces titres de duchesse d'Aquitaine et de comtesse du Poitou, Aliénor peut y ajouter les titres de comtesse d'Anjou et du Maine et de duchesse de Normandie. Non loin de la trentaine, si déjà on sait qu'elle a eu 2 enfants avec son précédent mari, Aliénor donne de très nombreux enfants à Henri, donc Henri II. En premier, on peut citer Guillaume en 1153, Henri, le futur Henri III en 1155, Mathilde en 1156, Richard, dit Richard Cœur de Lion, le fils préféré à maman, en 1157, Geoffroy en 1158, Aliénor en 1161, Jeanne en 1165 et Jean, le fameux Jean sans terre, en 1166. Avec ce mariage, Aliénor peut enfin gérer son domaine d'Aquitaine. Elle se fait faire un nouveau sceau avec, bien évidemment, tous les titres qui lui sont attribués. Elle affirme également une forme d'autonomie avec cette gestion de son domaine par rapport à son époux. Elle en profite pour recadrer certains barons un peu remuants. Elle accorde des franchises et des chartes à certaines villes, notamment pour se mettre les bonnes grâces des bourgeois locaux dans la poche.
Elle distribue des bienfaits à des établissements, comme par exemple l'abbaye de Fontevraud. Bref, elle fait tout un tas de choses en fait pour montrer que elle est relativement autonome. À cette époque-là, Aliénor n'est pas encore reine d'Angleterre. Elle a tous ses titres de comtesse et de duchesse, mais elle n'est pas encore reine. Toutefois, une surprise du destin les attend, son nouveau mari et elle. En effet, Eustache de Boulogne, donc qui était le fils d'Étienne de Blois, meurt en 1153. Cette situation peut être présentée comme un avantage pour le couple et notamment pour Henri II, car en effet, lors d'une assemblée qui a lieu le 6 novembre 1153, les nobles anglais et normands se réunissent à Winchester. Un accord est alors trouvé et fait de Henri le nouveau successeur de son cousin. Étant donné que Étienne de Blois n'a plus son fils pour le succéder, on va consentir au fait que le roi prenne son cousin comme héritier. Mais on peut se demander combien de temps il va falloir attendre pour que Henri II puisse régner. Il ne faudra pas qu'il attende longtemps car le roi décède l'année suivante et Henri devient alors roi d'Angleterre sous le nom de Henri II. En novembre 1154, le couple royal et leur fils Guillaume, ainsi que tout le cortège, on va dire, qui les accompagne, arrivent à Londres. Et ils s'installent au manoir de Bermondsey. Le 19 décembre 1154, Henri et Aliénor sont couronnés à l'abbaye de Westminster par l'archevêque de Canterbury, Thibaut du Bec. Les déplacements réguliers d'Henri en Angleterre, mais aussi en France, car le domaine en fait d'Angleterre ne se limite pas à l'Angleterre à proprement parler, mais vous avez aussi tout un pan du territoire français qui est sous domination anglaise. Donc en fait, le domaine anglais dépasse très largement celui du roi de France, ce qui n'est pas forcément pour plaire au roi de France comme on peut l'imaginer. Donc ces fameux déplacements laissent très souvent Aliénor toute seule dans un pays dont elle ne connaît même pas la langue et dont, on va dire, elle ne connaît pas peut-être les us et coutumes et où elle n'est pas forcément entourée de compatriotes, on va dire, qu'elle a pu prendre avec elle. Et sans compter qu'elle va passer une très longue partie des premières années du règne de son mari enceinte. Cette situation l'amène, durant la première partie de 1156, à assurer la régence de l'Angleterre en l'absence de son mari. En effet, dans les sources, on va retrouver, on va dire, des documents attestant de cette activité, notamment des signatures de chartes ou ce genre de choses. Durant l'été 1156, Aliénor et ses deux enfants, Henri et Mathilde, traverse la Manche comme cela arrive régulièrement pour rejoindre son mari à Angers. Alors Henri et Mathilde, sachant, on va dire, que Guillaume, le petit Guillaume, on va dire, décède entre-temps, car il décède à l'âge de 3 ans, presque. Durant l'automne de cette année-là, le couple entreprend une tournée du duché d'Aquitaine. À Noël, le couple installe sa cour à Bordeaux, donc bien entendu pour fêter les fêtes. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on sent qu'Aliénor perd la main sur ce fameux duché au profit de son mari qui, on va dire, en prend le contrôle. Et la crainte de cette dernière, c'est que son duché bien-aimé soit absorbé dans cet empire plantagenet qui est présent en France. En effet, en 1158, les rois d'Angleterre, ce que l'on peut constater toutefois, c'est que Henri II a de très très grandes ambitions et en 1158, cela va se confirmer car les rois d'Angleterre et de France se rencontrent afin de sceller un accord concernant le Vexin français qui se trouve dans le nord de la France, un peu vers plutôt le nord-est. Je regardais un petit peu, c'est une toute petite région. Et pour sceller, on va dire, ce pacte, des fiançailles sont décidées entre le prince Henri, donc le futur Henri III, et la princesse Marguerite, la fille de Louis VII. Ce mariage a lieu 2 ans plus tard, alors que les jeunes, on va dire, fiancés n'étaient encore que des enfants. Henri II et Aliénor voient déjà leur fils monter sur le trône de France, donc autrement dit sous domination anglaise, mais cette rêverie va prendre fin car Louis VII va avoir de sa 3e épouse un fils en 1165, le fameux Philippe II. Avec l'âge, Aliénor exerce de moins en moins le pouvoir. Cela commence dès la période 1163-1164. Après plusieurs années de régence en l'absence de son mari qui se déplace énormément et de multiples interventions, le fait est que son mari est renforcé de façon administrativement et juridiquement parlant
certains domaines font qu'elle a de moins en moins à intervenir, et c'est notamment le cas dans l'Anjou et le Maine. En 1168, Aliénor est de retour dans le Poitou afin de régler certains problèmes de rébellion. En effet, son époux a conscience quand même si il veut avoir la même mise sur ce fameux duché d'Aquitaine, il y en est pas moins qu'il reste un étranger et que sa femme a bien plus d'influence dans ces régions pour pouvoir, on va dire, régler ce genre de problème, et surtout ils reconnaissent peut-être beaucoup plus l'autorité de la duchesse que la sienne. Ce qui fait que la reine va bénéficier pendant un petit temps, le temps on va dire de régler ces problèmes-là et autres, d'à nouveau d'une petite forme d'autonomie, mais cela ne va pas durer. Son mari en fait va lui octroyer une autonomie sur son duché d'Aquitaine que quand on va dire cela lui est profitable. La reine donc va résider dans le Poitou et jusqu'en 1170, Richard, son fils préféré, Richard Cœur de Lion, et la petite Aliénor, qui elle porte le même nom que sa mère, vivent avec elle. Par ailleurs, Henri, voulant faire comme les Capétiens, fait couronner son fils Henri, donc Henri le Jeune, le futur Henri III, de son vivant en 1170 à Westminster. Aliénor n'est pas présente à l'événement. Elle est restée à Caen pour s'occuper des deux autres petits. En septembre 1170, Aliénor se rend à Bordeaux avec sa fille du même nom. Et 2 ans auparavant, il faut souligner que la petite fille, donc la petite Aliénor, la fille de sa mère, a été mariée à Alphonse VIII, roi de Castille, et cette dernière va devoir prendre la route afin d'aller rejoindre son mari. Et cette petite fille, pour cela, est confiée à des émissaires espagnols afin qu'elle puisse aller épouser le prince. Dans les événements dramatiques que l'on connaît au niveau du règne d'Henri II, on peut souligner l'assassinat par exemple de Thomas Becket, ancien chancelier du roi et évêque de Canterbury, dans son église par 4 chevaliers provenant de Bure. Cet assassinat de Thomas Becket était le chancelier, on va dire, une forte tête de l'église de l'époque, c'était aussi le chancelier du roi, mais bon, il pouvait arriver qu'il ne soit pas d'accord avec, et à un moment donné, il le congédie, et l'assassinat de Thomas Becket, en fait, fait planer le doute, en fait, sur le rôle d'Henri II dans cet événement. Mais il n'y a pas forcément de preuves. Toutefois, cet événement, on va dire, alerte énormément la reine, qui fait que cette dernière s'en va, elle part pour le Poitou, car c'est quelque chose, on va dire, qui reste assez choquant. Et cet éloignement commence petit à petit à marquer une forme de situation un peu que l'on peut se douter, notamment au niveau du couple. En vrai, depuis pas mal d'années, le couple s'éloigne l'un de l'autre, et la reine, même si elle fermait les yeux sur ces choses-là, supporte de moins en moins la liaison très affichée de son mari avec Rosemonde de Clifford. Mais bon, selon les historiens, il est plus probable plutôt que, à côté de cette fameuse liaison, la reine ayant atteint la cinquantaine bien tassée, du moins pas trop loin de la cinquantaine, souhaitait plutôt protéger son patrimoine familial afin qu'il ne soit pas annexé plutôt dans l'empire des Plantagenets. Et pour éviter que ce fameux duché d'Aquitaine soit annexé, Aliénor associe son fils préféré Richard à la gestion du domaine. En effet, la reine n'a pas attendu le partage de Montmirail pour préparer Richard à son futur rôle de duc d'Aquitaine. En effet, en 1169, une rencontre en présence de Louis VII, parce que bon, cela va le concerner aussi, est organisée par Henri II à Montmirail afin de diviser les territoires du roi d'Angleterre avec ses héritiers. Henri II recevra l'Anjou, le Maine et les territoires normands, enfin anglo-normands, sans compter la couronne d'Angleterre au décès de son père. Richard reçoit l'Aquitaine, ce qui l'arrange bien, et tout ce qui était les terres de sa mère. Geoffroy va recevoir la Bretagne, et malheureusement, il n'y a pas, on va dire, il ne va pas y avoir véritablement de terre accordée à Jean à ce moment-là, d'où le fait qu'il va avoir ce fameux sobriquet de Jean sans terre. Les 3 fils, par ailleurs, doivent rendre hommage à Louis VII, étant donné que c'est sur son territoire que cela se fait. L'injustice qui est faite à Jean, comme Jean sans terre, le fameux Jean sans terre, va être réglée l'année suivante, car son père va lui attribuer la Normandie, histoire que le petit ne soit pas trop agité. Ça va pas changer grand-chose. Malgré tout, ce partage reste à l'origine
d'une guerre, de plusieurs affrontements, escarmouches, on appelle ça comme on veut, entre le père et les fils. C'est notamment le cas pour Henri III, qui en a assez de ce père despotique, toujours omnipotent, qui ne le laisse pas profiter des revenus de ses domaines et à exercer ses charges, comme par exemple Richard le fait dans le domaine d'Aquitaine. Donc ce dernier en a marre et il veut, on va dire, pas renverser son père, mais lui donner une leçon. En mars 1173, avec l'appui de Louis VII, son beau-père, et avec le soutien de la noblesse française, Henri III prépare une rébellion contre son père. Il parvient également, tant qu'à faire, à rallier ses deux frères avec lui, Geoffroy et Richard. Les contemporains pensent qu'Aliénor plutôt, même si certains ont des doutes et d'autres pas, que Aliénor est derrière cette rébellion de ses fils contre leur père, mais il n'y a quand même pas de preuve à ce niveau-là. Mais toutefois, elle soutient cette rébellion de ses fils face à leur père. Henri finit par écraser cette rébellion. J'ai fait le choix de ne pas donner les détails de cette rébellion parce que ce n'est clairement pas le sujet. Et à l'automne 1173, Henri II, on l'entend bien, arrive dans le Poitou avec quelques mercenaires et à ce moment-là, Aliénor comprend que son mari n'est pas totalement bête et qu'il a deviné qu'elle était peut-être instigatrice de ça. Elle comprend qu'elle doit s'enfuir de là avant que ça soit mauvais pour elle. Elle se réfugie dans un premier temps chez un oncle, à Frey-la Vineuse, mais ensuite, malheureusement, cet endroit-là commence un peu à grouiller d'hommes de son mari et elle décide de prendre la fuite. Alors, si on se réfère à Gervais de Canterbury, elle se serait déguisée en homme pour pouvoir s'enfuir, sauf que ça n'a pas marché. Le roi parvient quand même à la capturer et cette dernière est emprisonnée en Angleterre. Alors, j'ai vu qu'elle avait été emprisonnée à Chinon, d'autres en Angleterre, donc bon, on va dire qu'il y a un petit doute là-dessus. Et elle est conduite notamment dans un premier temps au château de Salisbury. À côté de cela, la rébellion de ces trois fils, des trois fils, on va dire les plus grands, se finit et une trêve est signée en 1174. En septembre cette même année, une nouvelle assemblée se fait entre le roi et ses trois fils remuants à Montlouis et il leur impose certaines conditions. En théorie, je dis bien en théorie, les trois jeunes garçons perçoivent des terres, des châteaux et des revenus pour, on va dire, satisfaire tout le monde. Mais en pratique, le roi souhaite quand même avoir un œil sur eux, et du coup, il ne leur accorde rien. En vrai, il ne leur accorde rien, c'est juste un écran de fumée. Aliénor, quant à elle, si on se demande où est-ce qu'elle est, malheureusement, elle est assignée à résidence. Toutefois, elle n'est pas maltraitée, pas enfermée dans un donjon froid et humide. Elle est, on va dire, un otage de luxe, et dans ces châteaux anglais, elle va être notamment logée à Westminster, à Windsor ou encore dans le Devonshire. Elle peut également voir ses enfants au bout d'un certain temps, surtout les deux plus jeunes, Jean et Jeanne, qui sont encore petits. Sans qu'Aliénor, on va dire, puisse faire quoi que ce soit, une nouvelle guerre intestine entre les fils aînés et leur père se réengage. Malgré, on va dire, les conditions de Montlouis, ils en ont un petit peu que faire parce que ils en ont un petit peu assez. Et surtout Henri III qui n'est absolument pas satisfait de ces conditions. Donc on décide de relancer ça, histoire de, on va dire, de faire comprendre à papa qu'on en a marre, on va dire, de se faire traiter comme des enfants. Et sans compter que leur père, Henri II, a voulu attribuer à Jean, histoire quand même qu'il ait aussi un peu de patrimoine, certains châteaux se trouvant sur le domaine d'Henri III. Donc rien pour faire plaisir à Henri III. Ça fait partie, on va dire, de ces escarmouches, on va dire, qui vont mener à de nouveaux combats. Au début de l'année 1182, Richard, de son côté, puisqu'il est à la tête du duché d'Aquitaine, doit faire face à une rébellion des nobles du Poitou, qu'il arrive à mater, on va dire, avec le soutien de Geoffroy, dans un premier temps, puis de Henri. Les guerres fratricides alors c'est pas vraiment des guerres, c'est plutôt des escarmouches, des combats armés dans la période 1182-1188, entraînent, on va dire, plusieurs événements tragiques.
notamment les décès de deux des fils d'Aliénor, Geoffroy en 1186 et Henri III en juin 1183. Donc les trois fils, deux des trois fils, on va dire, rebelles, finissent par mourir à ce moment-là. Ces décès, comme je vous l'ai dit, sont dus à des guerres avec leur père qui, au final, n'aura d'autre choix que de faire couronner à la fin, ou de reconnaître plutôt comme roi Richard, qui va être Richard Cœur de Lion. Il va le faire certainement à contre-cœur. Richard, pour affronter son père, décide de s'allier à Philippe II contre ce dernier. Et c'est lors d'un affrontement entre Henri II et justement cette coalition entre Richard et Philippe II, que Henri II trouvera la mort suite à ses blessures à Chinon. Et le père et le fils, on va dire, vont se réconcilier à ce moment-là. Aliénor, quant à elle, parce qu'on peut se demander d'où est-ce qu'elle est passée, elle est, on va dire, elle est toujours enfermée. Elle était pendant ce temps résidence surveillée, avec quand même quelques assouplissements au fil du temps, parce que elle ne pouvait rien faire, donc pourquoi, on va dire, faire un emprisonnement sévère. Elle est toujours emprisonnée en Angleterre, mais avec une forme d'assouplissement au fil du temps. Henri II étant mort, c'est donc Richard, bien évidemment, qui doit régner, qui devient roi d'Angleterre, et le premier ordre qu'il va donner, c'est de la libération de sa mère. Cette dernière assiste au couronnement de son fils, le 3 septembre 1189, et à Westminster, et où ce dernier devient Richard Ier, Richard Cœur de Lion, que l'on connaît au travers des films de Robin des Bois et tout ça. Dans les actions les plus connues de Richard, on peut citer sa participation à la troisième croisade afin de reprendre Jérusalem. Je pense que ça doit vous rappeler quelque chose, cette histoire de Jérusalem. En 1190, aux côtés du roi de France, mais aussi de l'empereur allemand. Donc, le roi de France, vous comprenez, Philippe Auguste, donc Philippe II. Car Jérusalem a été repris entre-temps par les Sarrasins. Donc, autrement dit, on veut répéter ce qui s'est passé avec la croisade de Louis VII. C'est super. Comme vous pouvez vous en douter, cette croisade a été un échec. Je crois que d'ailleurs, la seule croisade qui a bien marché, ça a été la première. Cette croisade a été un échec, je vous le dis d'entrée. Mais avant de partir pour la croisade, Richard demande à sa mère d'aller chercher sa nouvelle fiancée, car celui-ci avait déjà une épouse, mais bon, non, il décide de la répudier. Il demande à maman d'aller chercher sa nouvelle fiancée en Espagne, qui est Bérengère, la fille du roi de Navarre Sánchez VI, pour l'amener en Sicile, afin certainement de la connaître et de l'épouser. La reine, bien qu'étant âgée déjà à cette époque-là, parvient à voyager sans difficulté jusque-là et à récupérer la fiancée de son fils. En Sicile, puisqu'elle arrive à arriver jusqu'en Sicile sans trop de peine, la reine retrouve Richard, bien entendu, avant son départ pour la croisade, mais aussi sa fille Jeanne, qui était veuve de Guillaume II de Sicile à ce moment-là. Donc des retrouvailles familiales, on va dire, bien comme il faut, quoi. Et Jean Santerre, le fameux Jean Santerre, qu'est-ce qu'il devient dans l'histoire? Jean Santerre, de son côté, avait fait une promesse, certainement avec les croix dans le dos, comme on peut se l'imaginer, à Richard de ne pas venir en Angleterre avant que le roi revienne de croisade. Malheureusement, ce dernier ne tient pas sa promesse et tente de soulever les barons de Richard contre lui. En février 1192, Aliénor apprend que Jean compte rejoindre Philippe II contre Richard, et là je parle de Richard qui, on va dire, où la croisade est finie, bien sûr, on s'imagine bien que c'est après l'épisode de la croisade, car Richard a répudié la sœur du roi de France pour en épouser une autre. Aliénor se rend alors en Angleterre afin de dissuader Jean dans son entreprise. Vous vous doutez bien que cet enfant turbulent peut je dirais pas mal dans sa peau, mais mal considéré, bien sûr, va écouter sa mère d'une oreille et pas de l'autre. Et en 1193, Richard est prisonnier en Allemagne et Jean, à ce moment-là, en profite, c'est tout simplement pour dire « Mon frère est mort, je vais régner ». Il décide en gros ceci. Et avant cela, bien sûr, je vais prêter hommage au roi de France, histoire, on va dire, de bien embêter mon monde. Mais Aliénor étant régente et fidèle à son fils préféré,
va lui faire comprendre que ce n'est absolument pas possible et surtout qu'elle ne changera pas d'avis. La reine, bien qu'étant âgée et bien qu'étant reine-mère, met tout en œuvre pour libérer Richard et notamment en rassemblant une rançon énormissime pour le faire libérer avec plusieurs soutiens pour que cela se fasse rapidement. Le 4 février 1174, Richard est libéré du joug de l'empereur allemand, de l'empereur germanique, et sa mère, pour faire bien comprendre aux gens que c'est Richard le véritable roi, décide de faire un second couronnement, d'organiser un second couronnement. Et cette dernière, pour plus de tranquillité d'esprit, peut-être pour pouvoir se reposer également, pour penser un petit peu à elle, demande à ses deux fils, donc Richard et Jean, de se réconcilier. En apparence, les deux fils vont se réconcilier, seulement en apparence. Parce qu'en pratique, comme encore une fois, on imagine bien Jean Santerre faire les croix dans le dos en disant « je me réconcilie », mais en fait, tu peux toujours courir. Cette tranquillité d'esprit en apparence étant faite, Aliénor se retire pour une retraite à l'abbaye de Fontevraud en 1194, et si vous vous rappelez bien, Fontevraud est un des établissements où elle va accorder le plus de faveurs et où elle va donner, on va dire, énormément, certainement d'un point de vue pécunier également. Toutefois, elle garde un œil sur la vie politique et la vie publique, et notamment par rapport aux affrontements entre Richard Cœur de Lion et Philippe II, notamment pour cette histoire encore de répudiation. En mars 1199, Richard, dans cet affrontement, est blessé grièvement et il agonise lors du siège de Chalus, près de Limoges. Malgré son âge avancé et malgré son désir, on va dire, de se retirer du monde, Aliénor se rend malgré tout au chevet de son fils le 6 avril de cette année-là, et à la mort de son fils, sa dépouille sera transportée à l'abbaye de Fontevraud, et c'est le mausolée que l'on voit juste à côté du sien quand on va à l'abbaye. Donc c'est le fils et la mère reposent côte à côte à Fontevraud. Malgré son désir qu'on peut imaginer de se retirer de la scène politique et de se retirer de la vie, on va dire, publique de façon générale, elle va quand même rester dans les parages, notamment pour apporter son soutien à son dernier fils Jean. Le 27 mai 1199, Jean est couronné à Westminster comme tous les autres. Toutefois, Aliénor connaît le caractère peu fiable de son fils, il en a fait preuve à plus d'une reprise, et elle met tout en œuvre pour garantir la légitimité de Jean, notamment en usant de son influence pour allier les barons à la fois du domaine plantagenet et d'Aquitaine à la cause de son fils. Donc c'est pour dire que c'est une mère qui se dévoue beaucoup à ses enfants et qui, malheureusement, pour certains d'entre eux, ne lui ont pas toujours bien rendu, et notamment Jean Santerre. À l'automne 1199, une trêve puis un traité en 1200 sont signés avec le roi de France. Autrement dit, il n'est plus question de se batailler. Et pour signer cette paix, Aliénor se met en route pour l'Espagne, encore une fois, pour aller chercher une des nièces de Jean afin de la marier au prince Louis, le futur Louis VIII, fils de Philippe II. Arrivé sur place, et on peut s'imaginer la fatigue que ce genre de voyage peut faire sur une femme de son âge, Aliénor retrouve sa fille, Aliénor qu'elle n'avait pas vue depuis une trentaine d'années, et elle en profite pour passer du temps avec ses petites filles. Et son attention va se poser sur Blanche, donc la future Blanche de Castille, qu'elle décide de choisir comme épouse pour le fameux prince. Malgré le soutien qu'elle apporte à son fils, le règne de Jean est marqué par une multitude d'erreurs politiques et une très mauvaise gestion du royaume. Son règne, d'ailleurs, va marquer le début du déclin de l'ère des Plantagenets, et Aliénor, quant à elle, s'éteint en 1204 à l'abbaye de Fontevraud. Les relations entre Jean Santerre et Richard Cœur de Lion sont ce qu'on peut voir vraiment dans les Robins des Bois, c'est-à-dire deux rois qui ne se supportent pas, qui se détestent, et c'est justement ce contexte-là qui est repris dans les Robins des Bois, si vous préférez, pour vous donner une petite idée. En conclusion, ce que l'on peut retenir de Aliénor d'Aquitaine, c'est cette volonté d'indépendance par le fait déjà d'une part qu'elle est une femme, mais parce que surtout, elle sait très bien
quel est son rang. En effet, malgré ses 2 époux, dont l'un qui a voulu la déposséder de façon totale ou partielle de son duché d'Aquitaine, elle réussira néanmoins à placer son fils préféré Richard pour garder une forme, comme un œil sur ce fameux duché par son fils préféré, et ce fils qu'elle a élevé au rang de duc d'Aquitaine sans vraiment au début en avoir le titre. Cette femme est une figure, on va dire, féminine du Moyen-Âge que l'on connaît par ce fameux mausolée de Fontevraud, mais que l'on ne connaît pas forcément par son histoire, par son vécu, et qui est un des personnages les plus marquants d'un point de vue féminin de son époque. Elle a apporté à la cour, on va dire, capétienne de son premier mari, une forme, on va dire, de renouveau, une forme, on va dire, de légèreté qui manque énormément à justement cette cour capétienne beaucoup trop marquée par un passé, on va dire, datant du Moyen-Âge, et elle a apporté justement à l'Angleterre plusieurs rois dont un soutien assez conséquent pour ses enfants. C'est une femme qui est, si on peut la résumer, c'est une femme forte, une femme à fort caractère, et c'est surtout une des figures, je pense, qui fera encore couler de l'encre par les auteurs modernes de notre époque. Nous retrouvons Aliénor d'Aquitaine au centre, on va dire, d'une forme de culture populaire, surtout dans les ouvrages, par exemple, de Myriel Calmel, qui a écrit justement des ouvrages où Aliénor d'Aquitaine, alors c'est des ouvrages bien entendu fictifs, mais où Aliénor d'Aquitaine joue un certain rôle. Donc c'est une reine qui a, par la postérité, alors bien sûr, faut pas oublier qu'il y a eu les calomnies, on a fait une légende noire sur elle et tout ça, mais cette légende noire, on va dire, cette espèce de figure, on va dire, de femme non conforme, on va dire, pour son époque, fait que elle reste malgré tout un modèle et un fantasme pour beaucoup de gens, et on lui prête encore aujourd'hui certaines actions que soit elle aurait menées, soit qu'elle n'aurait pas menées, mais c'est une reine qui restera, je pense, encore pendant très longtemps une figure présente tant dans la littérature que ailleurs. Chrétien de Troyes lui-même s'est inspiré d'Aliénor d'Aquitaine pour sa reine Guenièvre dans tout ce qui est autour du roi Arthur. Donc ça prouve que c'est une femme qui déjà de son temps a marqué les esprits par sa beauté, par une certaine forme de prestance, mais qui a aussi marqué les esprits par ce côté libre, ce côté indomptable, qui a à la fois fasciné et dérangé, et qui encore maintenant, on pourrait dire presque fascine les historiens, et fera encore, je pense, l'objet de beaucoup d'études. Je vous remercie d'avoir écouté ce podcast, j'espère qu'il vous aura plu, j'espère que vous aurez appris des choses sur cette reine que l'on connaît de nom, qu'on connaît un petit peu sa vie, mais qui aura, on va dire, suscité beaucoup de fantasmes et qui aura fait beaucoup couler d'encre. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, à clocher, à vous abonner. Et d'ici là, je vous dis à très bientôt pour un nouveau podcast et prenez soin de vous surtout.